Bien, on commence ça du coup. Oh non. Il n'y a rien qui a... Franck, appelle. Quoi? On commence le conseil. Je sais pas ce que c'est. On doit clôturer le conseil municipal, non, pour faire le tirage des jurés d'assises. Normalement. Clôturé là? Ça clôturé là? Comment? Ah, mais c'est pas à moi interne, le conseil municipal. Alors, il y a certaines questions diverses qui vont aller très vite. Tu as parlé de quoi? Je commence par donc questions diverses. Je commence par le Valmusson. Pour vous dire que donc on a eu un conseil communautaire jeudi dernier, après plusieurs années où on ne trouvait pas d'acquéreur. Donc la communauté de communes et la ville de Pienne, on a travaillé pour trouver un acquéreur au Valmusson. La communauté de communes a validé la vente du Valmusson à la société Terralia jeudi dernier. Et cela va être signé officiellement début juillet entre la communauté de communes et l'acquéreur qui souhaite aller vite dans les travaux de lotissement. Donc d'ici quelques mois, nous verrons des Au premier coup de pioche au 1er septembre quoi. travaux. Comment? Au 1er septembre, premier coup de pioche. Je ne pense pas, mais en tout cas les études ont démarré. On a eu confirmation d'entreprises qui travaillent dessus même. Et donc c'est bien parti pour allez, 2023, septembre 2023, pour avoir des premiers retours, sans doute. Donc du coup Ça s'appelle retour maison ou j'espère, si. Non, c'est une bonne chose pour la commune. Donc c'est 160 logements, des logements mixtes, c'est-à-dire des parcelles individuelles, des parcelles semi-collectives et des parcelles pour des constructions collectives. Et à terme, ça fera 300 à 400 habitants supplémentaires sur ce lotissement-là, sachant que ça va être fait en deux phases. La première phase, 80, je crois, bah oui, je crois qu'ils avaient fait la moitié. Oui, ils avaient fait la moitié. 80 logements et donc 80 après, sachant qu'ils aimeraient que tout soit terminé en 4 ans. Voilà. Donc, il va y avoir des choses intéressantes pour la suite. Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Hein, mais... Donc ça, c'est un bon point qui nous intéresse bien. Osez la main. La communauté de communes a décidé de lancer une ultime étude d'Osez la main, qui a été votée aussi au conseil communautaire jeudi. Cette étude elle a deux objectifs. Premier objectif, voir dans quel état est le bâtiment. Donc, il faudra faire gaffe à la mairie, du coup. Ça, c'est la première partie de l'étude. Deuxième partie de l'étude, c'est qu'est-ce qu'on peut bien en faire. Il a été dit que ce sera la dernière étude qui sera faite, et que si on se rend compte qu'il y a trop de travaux ou qu'on ne peut rien en faire, la démolition pourra être mise sur la table, si vraiment on ne peut rien faire de ce bâtiment-là. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a une vraie volonté de la part du conseil communautaire, puis évidemment, ils ont vraiment municipalité. enregistré là? Ah oui, on a enregistré. Non, c'est... Pour répondre à ta question, oui. À qui là? Oui, c'est sur la table. Oui, les choses ont été dites Non, telles quelles. je dis là, est-ce que là, ce que tu dis, c'est enregistré? Bien sûr, oui. Ah, bon, non, je me tais, je dis bien. Et à qui est la charge de l'étude? Le conseil communautaire. Heureusement. Ouais. Le conseil communautaire paye l'étude, 40 000 euros, financé à 80, 75. Ah oui, c'est tout à fait. Ouais. Donc, ça, financé à 75% par l'État, du coup. Hein. Et donc, le reste à payer, c'est la communauté de communes qui paye. Ça fait 30% du coût de l'émission. Voilà. Donc, c'est une bonne chose, on ira parmi. Et ça me permet de sauter sur autre chose. Je vais sauter sur personne, mais parmi les destinations de ce bâtiment-là, a été demandé que la destination maison médicale qui soit étudiée. Pourquoi? Parce que donc, les professionnels de santé réunis avec les élus du conseil communautaire et les élus de Pienne, des élus de Bouligny aussi, des élus de Joudreville et des élus de Landres, si je ne me trompe pas, sont réunis
il y a 10 jours, pour acter du besoin de maison médicale sur le secteur, même si on travaillait depuis plus d'1 an et demi à ça. Bon, là, on a acté ça de manière officielle. Et donc, la communauté de communes a indiqué, a confirmé qu'elle prenait en charge la construction d'une maison médicale pour les professionnels de santé souhaitant l'intégrer sur la ville de Pienne. Donc, l'étude va être réalisée sous peu, sachant que, comme je vous l'avais déjà expliqué, c'est en 2 phases. Il y a les professionnels de santé du territoire, Pienne, Bouligny, Joudreville, Landres, Trieux, Tucgneux, qui se sont montés en association et qui vont rédiger un projet de santé. La première étape de ce projet de santé, c'est la rédaction d'un courrier pour dire salut les gars, nous on veut rédiger un projet de santé pour travailler ensemble. Courrier qui a été envoyé à l'ARS il y a au moins 3 mois. Et on a eu une réponse, enfin pas nous, les professionnels de santé ont eu une réponse jeudi dernier pour leur dire on prend acte de votre demande, l'ARS en est content que vous le fassiez parce que blablabla, et on vous accompagne dans la rédaction du projet de santé avec un bureau d'études. Donc il y a ça, et du coup dans le même temps, il y a la partie immobilier, donc il y a tous les professionnels de santé qui veulent travailler ensemble dans le projet de santé, et puis après il y a les professionnels de santé qui souhaitent être dans le même bâtiment. C'est pas les mêmes, donc on a 1, 2, 3, 4, on a 7 cabinets différents qui souhaitent travailler dans le même bâtiment. Et donc ces 7-là ont dit la dernière fois à la communauté de communes les besoins qu'ils avaient en termes d'espace, de type de bâtiment, etc. Beaucoup d'entre vous étaient là, hein, vous avez entendu comme moi de toute façon. Et maintenant, on passe du coup à la phase concrète. Il faut trouver un terrain. Et puis ensuite, il faut que le CAUE, encore eux, étudie les possibilités de ces terrains-là. Donc nous, Ville de Pienne, on va proposer des terrains, évidemment le bâtiment Zélal, qui ne nous appartient pas de toute façon, hein. Mais on va aussi proposer d'autres terrains, et après les professionnels de santé, avec la communauté de communes et la ville, on choisira celui qui est le plus approprié suite aux analyses du CAUE. Donc voilà, on rentre dans une phase concrète, étude du bâtiment, rédaction du projet de santé. Donc une bonne nouvelle pour le territoire, après de nombreuses années, je sais pas, on parle de 10 ans, 15 ans où on essayait de faire ça. Là, on a réussi avec le travail de tout le monde. C'est une bonne chose. On n'en est pas qu'au début, parce que ça fait quand même 1 an et demi qu'on travaille sans le dire sur ce sujet-là. Et je pense qu'on aboutit à de belles choses très bien. Mieux qu'une pancarte. Juste une pancarte. Voilà sur ce projet de maison médicale. Alors, je vous ai parlé de Trieux et Tucgneux. Sur le bassin de Trieux, c'est la ville de Trieux qui prend en charge la construction d'un bâtiment. Sur la ville de Tucgneux, il y a déjà un bâtiment qui existe, un bâtiment qui est privé, mais qui du coup n'est pas une maison de santé, mais sera identifié comme maison de santé avec ce projet-là. Et sur Bouligny, ils ont le projet de réhabiliter l'ancien dispensaire pour le cabinet d'infirmier et le cabinet du docteur qui existe déjà. Voilà. Et l'idée de cette maison médicale sur le bassin de Pienne, c'est évidemment d'attirer des médecins, donc sera réservé des cellules pour les médecins. Et sera aussi réservé une cellule pour de la télémédecine, parce que la télémédecine devait ouvrir le 20 juin à Pienne dans les anciens locaux du docteur Barré, c'est pour ça que vous avez vu que c'était nettoyé en ce moment, etc. Mais pour un problème d'agenda, enfin d'inscription plutôt, à ces rendez-vous-là, ce sera sans doute décalé au mois de septembre. Mais il y aura déjà une ouverture de télémédecine pour apporter un service à la population supplémentaire, pour les médecins généralistes, mais aussi pour les spécialistes. Donc ça peut être intéressant pour les gens qui ont justement du mal à se déplacer, même si voilà, je suis le premier à dire que ça ne change évidemment pas le contact, mais ça apporte un service supplémentaire. Voilà pour toutes ces, je pense, bonnes nouvelles. Je continue. Du coup, transition magnifique. Sur le bâtiment multi-activité, vous vous souvenez de ce que l'on proposait? On proposait, et c'est pour ça qu'on souhaitait aller vite, qu'au rez-de-chaussée, nos sages-femmes intègrent ce bâtiment-là. Enfin, on souhaitait. Elles le souhaitaient, et nous, on leur a proposé de venir ici. Sauf que, je reviens au sujet précédent, finalement, elles préféreraient intégrer la maison de santé, ce qui est tout à fait logique, et moi, ne me dérange pas du tout. Du coup, il faut qu'on réétudie le projet du bâtiment multi-activité sur ce que l'on ferait dedans.
en particulier au rez-de-chaussée. Donc, on va devoir retravailler dessus. Et du coup, la priorité de ce travail-là n'est peut-être plus la même par rapport à d'autres projets qu'on pourrait avoir qui sont peut-être plus structurants pour la commune. À voir, à rediscuter entre nous. Moi, c'est l'idée que je m'en fais. J'en ai parlé au bureau municipal, je crois. Oui, je suis sûr, même, j'en ai parlé. Et donc, on aura l'occasion d'en rediscuter. Autre projet actuel qui va se voir être modifié, le projet de la salle Jean Villard. La salle Jean Villard, initialement, nos prédécesseurs avaient acté une enveloppe de 300 000 € subventionnée à 80% par l'État et subventionnée de manière exceptionnelle par de la DETR plus de la DIL, alors que normalement on peut avoir qu'un des deux. Quand on a vu le sous-préfet l'année dernière, donc le précédent sous-préfet maintenant, l'année dernière, on lui a expliqué le problème qu'on avait. C'est-à-dire que l'enveloppe de 300 000 € qu'on avait initialement est insuffisante pour les travaux qui sont nécessaires dans ce bâtiment-là. On avait, je crois, une enveloppe de... Enfin, le coût, voilà, 550 000 € qui était proposé par l'architecte et qui étaient des travaux qui nous semblaient qu'on ne pouvait pas réduire. Travaux énergétiques, travaux d'accessibilité, et puis travaux de réhabilitation, parce que le bâtiment, enfin, la partie qui est plus côté à droite, en regardant le bâtiment, est totalement déglingué, il n'y a plus rien dedans. Donc du coup, on n'arrivait pas à descendre en dessous. Donc ce qu'on lui a dit, on aimerait bien annuler la demande de subvention pour en redemander une sur l'enveloppe globale. Ce qu'il nous a dit, mais vous savez, c'est quand même une enveloppe financière exceptionnelle que vous avez eue. Si vous demandez de l'enlever, moi, j'arriverai plus à défendre vos autres projets. Ce qu'on a entendu, donc on a dit, bon, ok, on reste là-dessus. Il y a 2 semaines, 3B, donc le bureau d'architecte, est revenu nous voir, parce qu'entre-temps, il y a eu le SDIS nous a fait des demandes particulières vis-à-vis des risques incendies. Il y a eu l'augmentation du coût des matériaux, il y a eu des modifications qui ont été faites par les demandes du SDIS. On est passé de 550 000 € à 790 000 € maintenant. Donc, on a rendez-vous avec, on a demandé rendez-vous avec le conseil départemental qui nous subventionnait tout ce projet-là qu'on voit demain, et avec les services de la sous-préfecture que l'on voit, on nous dira quand il rentrera de congé, on nous dira quand est-ce qu'on le verra. Mais quoi qu'il en soit, 790 000 €, on ne les mettra pas, parce qu'on n'a pas les moyens de les mettre dedans. On a déjà demandé au cabinet d'architectes de revenir à l'enveloppe initiale de 300 000 €. De voir ce qu'on peut faire avec. De voir ce qu'on peut faire avec 300 000 €, en se concentrant cette fois-ci non plus sur la partie annexe de la salle Jean Villard, mais en se concentrant sur la salle Jean Villard elle-même. Et plutôt de l'isolation énergétique, des choses qui ont un vrai intérêt, sur l'accessibilité des toilettes aussi, des choses comme ça. Les toilettes, l'accessibilité et l'énergie. En plus de ça, ce que j'ai proposé, on en a discuté que Christian et moi, et peut-être Jocelyne était là aussi, parce que ça date d'il y a 2 jours, je crois. Toutes les modifications qu'on traite à l'heure actuelle. Oui. On nous a proposé de faire des études thermiques de certains de nos bâtiments pour ensuite disposer de subventions plus intéressantes sur ces travaux-là. Il y a en particulier une enveloppe intéressante de l'Union européenne qui permet d'avoir jusqu'à 100% de subventions sur les parties énergétiques. C'est sur ça qu'on avait sur les bâtiments multi-activités, par exemple, et sur la gendarmerie aussi. Donc la salle Jean Villard, on va aussi tenter d'avoir cette enveloppe-là de 100%, parce qu'à ce moment-là, c'est intéressant, hein. On refait toute la partie énergétique du bâtiment. Donc voilà, il y a ce problème-là, et puis il y a cette possibilité-là qu'on va essayer d'activer. C'est pas dit qu'on est, enfin pour l'instant rien n'est fait sur cette partie-là, hein, parce que on a discuté il y a 2 jours de ça, donc voilà un petit peu où ça en est à la salle Jean Villard. On n'a pas envie, parce que la salle Jean Villard, c'est important de la refaire, mais est-ce que c'est prioritaire de mettre presque 1 million d'euros dans ce bâtiment-là? Est-ce que cet argent-là, vaut mieux pas d'abord le mettre ailleurs, puis de revenir sur la salle Jean Villard plus tard, dans quelques années? Moi, c'est l'idée que je m'en fais. Je préfère du coup revenir à l'enveloppe de 300 000 € subventionnée à 80%, plus, pardon, j'ai oublié de dire, également aussi l'accessibilité. Ça, on maintient aussi ça. Ça, c'est 130 000 ou 150 000 € pour l'accessibilité. Donc voilà, une mauvaise nouvelle, je pense, pour la salle Jean Villard. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas.
Donc évidemment, on montrera à la commission travaux les propositions de 3D et puis on vous fera un retour sur ce que nous disent le conseil départemental et la sous-préfecture. Vidéoprotection. On a envoyé le courrier à l'entreprise pour leur dire qu'ils étaient retenus. On va donc commencer à pouvoir travailler avec eux. Quelques petits soucis. Donc Stéphane, Christian et moi, on a rencontré les référents sûreté il y a 15 jours parce qu'il y avait des petits soucis sur notre demande administrative qui avait été faite par le bureau d'études. Ils nous ont fait quelques corrections, nous ont expliqué pourquoi. Du coup, on les a fait. Le dossier est parti. La commission se réunit au niveau administratif le 5 juillet. La commission, c'est les référents sûreté qui donnent leur avis pour dire si c'est OK ou pas. Ils ont travaillé en amont avec nous, ils ont tout corrigé et ils nous ont déjà dit que le dossier qu'on a fait est bon. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude sur cette demande administrative, ce sera validé le 5 juillet. Il y avait quelques petites modifications, en particulier la question du déport en gendarmerie, qui pour l'instant n'est pas autorisé au niveau réglementaire. Ils nous ont bien filé les textes de loi qui nous montrent ça, mais à voir, ça va sans doute changer dans les mois à venir. Donc on verra ce qu'il en est plus tard. On garde cette idée de déport, mais sur cette première phase-là qui va venir tout de suite, on n'aura pas encore le déport. Elle viendra peut-être plutôt sur la deuxième phase. Et oui, puis il y a aussi une autre modification. Je ne sais même pas si je te l'ai déjà dit. Tu es concerné. C'est les gens qui sont, voilà, les gens qui sont autorisés à visualiser. Voilà. Ils nous ont déconseillé de mettre des agents hors police municipale. Donc, Et ils nous ont dit de mettre des élus, on a vu Josquin. non pas des conseillers municipaux, mais plutôt de mettre soit des adjoints et le maire, parce qu'on est déjà officier de police judiciaire. Donc ce qu'on a fait, je me suis levé moi, puis les 3 adjoints suivants, donc Stéphane, Jocelyne, qui pourront, en cas de demande de la gendarmerie, leur montrer les images. Ne serait-ce que parce que si, forcément en période de vacances, on en a nombreux, donc pour qu'ils aient un accès permanent aux images. Donc voilà, je suis pas sûr de t'avoir dit. Donc voilà, tu le sais. Non, ça veut dire Il y a ton nom. Ça veut dire que ceux qui n'auront pas de visualiser n'auront pas de vacances. Voilà, c'est ça. Josquin qui reste là. Si on tombe avec le soir, j'ai bien visuel. Donc voilà sur la vidéoprotection bien visuel. qui, je pense, est attendue par la population et j'espère réglera quelques soucis. Mais étant donné... Elles sont installées avant la fin de l'année. Oui. Oui, là on va travailler avec l'entreprise. Hein. Ah, maintenant, c'est plus avant la fin de l'année. Avant, on espérait avant l'été, mais bon, l'été. Non, là, c'est. Avant la fin de l'été, j'avais dit. L'été finit le 24 septembre. Donc ça passait, mais en plus, on avait 2 mois de vacances déjà. Les caps, ça va jusqu'à ça, avant la fin de l'année, c'est bon. J'ai mis un délai, tout, on fait pas avant même du. Non, alors 6 mois de. Oui, on va travailler avec l'entreprise pour que ce soit. Donc on va les contacter pour leur. Ouais. Opérationnel. Mais donc, comme je disais, c'est un outil qui est intéressant, mais qui n'est pas suffisant, parce qu'il faut quand même de la présence de gens aussi, du contact. C'était pas dans le programme, mais je pense qu'il va falloir qu'on y vienne. Donc, une police municipale, la ville de Pienne n'a pas les moyens d'avoir une police municipale seule efficace. Parce qu'au niveau des coûts de fonctionnement, si on fait ça, on ne fait pas d'autre chose. Donc, est en réflexion une étude pour une police intercommunale. Et donc, on va étudier ça avec nos camarades du bassin de vie, donc qui ont donné leur accord déjà pour qu'on étudie ça avec eux, pour avoir une police intercommunale qui prendrait en compte Baroncourt, Bouligny, Pienne, Joudreville, Langres. Pour l'instant, voilà, j'ai contacté les maires de ces communes-là qui sont tous OK pour étudier la chose. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils seront tous OK, mais on étudie pour savoir si on se met nous 1, 2, 3, 4, 5, si on se met nous 5, combien ça coûte à chacun, est-ce que c'est viable techniquement, en tout cas, on va étudier ça. Donc, je leur ai proposé qu'on étudie ça nous de notre côté, et puis on fera une réunion avec eux courant septembre pour présenter les choses, et puis on verra bien ce qu'il adviendra. Pour financer ça, j'ai demandé au sous-préfet, quand on l'a vu
mercredi. Il n'y avait pas des sous de la part de l'État qui pouvaient exister. Il a dit qu'à son connaissance, non, mais qu'il allait se renseigner pour voir s'il y avait des dotations exceptionnelles qui pouvaient être données dans ce cadre-là. Et ouais. Après je laisserai la parole, je double ça. On a déjà un GLTD qui existe, un groupement local de traitement de la délinquance, qui permet d'avoir la procureure, les gendarmes, les élus et les partenaires, que sont les collèges, les MH, etc., autour de la table. Mais voilà, moi je pense que c'est pas suffisant. J'en ai parlé avec Stéphane il y a quelques jours. Hein. Je pense qu'il faudrait qu'on double ça d'un CLSPD, parce que le CLSPD, je sais plus ce que ça veut dire, hein, mais C'est Ouais. Ils sont bien les acronymes, mais on ne comprend jamais rien. Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Voilà, merci. À la différence du GLTD, il n'y a pas la procureure qui est directement dans la boucle, parce que le GLTD, c'est la procureure, la présidente, et c'est elle qui fait les invitations. Le CLSPD, c'est le maire qui fait les invitations, et le sous-préfet, du coup, est invité systématiquement. Et je pense que c'est un vrai intérêt qu'on double notre GLTD d'un CLSPD pour faciliter les échanges, parce que il y a besoin. Il y a besoin qu'on se voit plus souvent avec les gendarmes, qu'on se voit plus souvent avec les services de sécurité de la sous-préfecture, etc. Donc voilà sur ce point de vue sécurité. Donc, voilà, Sur la police intercommunale, je pense que ça peut être tout ce qui peut améliorer le quotidien de la population, ça peut être une bonne chose. Il faut être vigilant sur la police intercommunale, c'est que tout va bien quand l'ensemble des élus qui composent justement, parce que pour créer une police intercommunale, il faut créer un syndicat. Un syndicat, et tout se passe bien quand on est sur la même idéologie politique. Parce que si après, là ça se passe bien parce qu'il y a des rapports qui sont élus, et si demain le processus démocratique fait qu'on a d'autres élus qui arrivent en place. Alors il y en a un qui voudra l'armement, il y en a un autre qui ne voudra pas l'armement. C'est des questions qui peuvent se poser. On peut dire, on peut aller beaucoup plus loin, on peut aller élargir un Mersilva. Hein bon. Non mais c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant sur ce type de. Moi j'en ai discuté avec Andy parce qu'il va me mettre en place, hein, donc, avec Lucini. Donc ça se passe bien, idéologiquement avec le maire de Lucini, il n'y a pas de souci. Mais le jour où il y a un maillon dans la chaîne qui n'est plus en adéquation avec les idées de l'ensemble des collègues élus qui font partie de ce syndicat, ça peut être compliqué. Quoi. Voilà, quoi. Est-ce que demain, nous, à Kiel, on souhaite avoir une police municipale armée? C'est des questions qui doivent se poser. Et ça, c'est une sacrée responsabilité, elle est du ressort du maire. Donc moi, après, je ne suis pas spécialement opposé. Après, c'est vrai que ça a un coût de fonctionnement. Je ne suis pas spécialement sur la police intercommunale, je ne suis pas spécialement d'accord. Une police municipale, je ne vois pas d'inconvénient. Après, c'est un coût. Hein. Un policier municipal, sincèrement, c'est peu utile. Mais c'est pas fonctionnel. Le minimum, il en faudrait deux. Quand l'un n'est pas là, l'autre est là pour justement pouvoir le remplacer. Et donc un policier municipal par an, avec la formation obligatoire, parce que c'est dur de recruter. Entre parenthèses, moi je le vois à Longue, il y a un turnover parce qu'il y a tellement d'offres que les effectifs ils monnaient un tout petit peu leur service. Et donc, comme on recherche énormément, l'attractivité pour les policiers municipaux, c'est le matériel, donc c'est-à-dire c'est l'armement. Un véhicule flotté. Un véhicule sérigraphié avec tout le matériel. Certains veulent travailler la nuit également parce qu'on gagne un peu plus parce qu'il n'y a pas de truc de risque. Entre parenthèses, il n'y a pas de risque pour les policiers municipaux. Ils bénéficient du régime indemnitaire encore IAT, l'ancien régime indemnitaire. Donc en termes de perspectives financières, il n'y a pas. En plus, il y a les primes. Voilà. Un policier municipal, c'est un seul. Tu peux compter 50 000. 50 000 par tête.
C'est 50 000. Donc il t'en faut au minimum 2, je dirais même 4, parce que en alternant les congés, machin, et de toute façon par 2 ils feront rien s'ils doivent interpeller. Un bon policier te dira de toute façon il faut qu'il soit au minimum 3 pour interpeller quelqu'un. Ça dépend des missions qu'on leur donne Voilà, après. c'est ce que j'allais dire. Moi, Et un bureau, par an. véhicule et bureau. Moi, je ne souhaite pas que la police municipale ou intercommunale remplace les gendarmes. Non, mais après, c'est juste mettre un képi dans les rues, c'est tout. Mais ça a une somme. Après, sur la dimension intercommunale, ce qui est gênant, c'est ce que dit Jawad, c'est que plus il y aura de communes pour financer, plus le périmètre d'intervention va être grand. Quand ils seront à Landres, ils ne seront pas à Pienne. Quand ils seront à Pienne, ils ne seront pas à machin. Et le problème qui se passe, c'est que... Après, c'est ce qu'on fait au volume de la population. Ils interviennent plus souvent à tel endroit. Mais c'est pas en contrepartie, tu vas dire à une autre commune, ben, eux, ils viennent une journée dans la semaine. Enfin, ça n'a pas de sens. Il faudrait qu'ils soient... pour ça, il faudrait que ce soit une brigade de 8 agents qui puissent au moins se répartir en... Malgré tout, la moyenne nationale, c'est un policier municipal pour 7000 habitants. Là, le bassin de vie que l'on aurait, c'est 5000, 6000, 7000, c'est 7000, 8000 habitants. Bah, malheureusement, c'est pas suffisant. Sinon, on n'aurait pas les problèmes d'incivilité qu'on a actuellement. Un policier pour 7000... Ah, mais je suis d'accord, c'est pas suffisant. Ouais, voilà. Ouais, mais carrément. Mais pour dire, vu que c'est la moyenne, si on étudie, alors on pourra étudier à 4 policiers intercommunaux, ce ne sera pas viable. Ah, c'est pas tant la densité de population, c'est pas tant la densité de population, c'est surtout l'éloignement du territoire, quoi. C'est que, encore, si tu as 7000 personnes dans un quartier politique de la ville avec que de l'immeuble collectif, oui, c'est faisable, le policier il tourne dans ce secteur-là, mais nous, les communes, elles sont tellement éloignées les unes des autres que... Là, sur ce bassin de vie, ils peuvent intervenir en 5 minutes partout dans le bassin, c'est pas non plus un énorme bassin de vie. Entre Barencourt et Landres, allez, 6-7 minutes, en fait, si on est au bout de Barencourt et qu'on va jusqu'au bout de Landres. Et le seul cœur réellement commercial qu'il y a, où il y a de l'activité, il y a Pienne, et puis il y a l'activité commerciale à Landres, évidemment aussi. Après, le reste, ça va être les écoles, ça va être les stationnements, ça va être et puis tourner peut-être le soir aussi, la nuit, pour aller en renfort des gendarmes. Mais il ne faut pas qu'ils remplacent les gendarmes, par contre. Moi, j'ai pas du tout envie d'aller là. Justement, c'est là la problématique. C'est que là, toi, idéologiquement, politiquement, voilà, tu le vois comme ça. Et après, bon, les élus passent et les agents restent. C'est souvent ça. Ce que je dis souvent à certains élus. Voilà, on côtoie pas mal. Et je leur dis souvent ça. Et la problématique qu'il y a, c'est que toi, aujourd'hui, tu as cette position-là. Et demain, ben, il suffit qu'il y ait un changement d'élu, pas spécialement à Pienne, mais ailleurs, qui tombe sur un maire qui n'est pas en adéquation avec ce que vous portez, ce que les deux autres élus. Et c'est hyper compliqué par la suite. Mais malgré tout, c'est de fidéliser aussi les agents. C'est ce que le peuple aura décidé, j'ai envie de dire. Non, mais ce que je veux dire, le plus dur, c'est de fidéliser les agents. Parce que moi, je peux aussi également la place des agents qui viennent sur un projet, puis par la suite, qui ne sont plus en adéquation avec les missions qu'on leur donne. Parce qu'à un moment, un policier municipal, si sincèrement il n'aime pas ce qu'il fait, il ne reste pas. Et le plus dur, c'est de les fidéliser. Donc, elle est là la problématique. Pour moi, sincèrement, si financièrement, la grande argentière de la ville, je regarde Jocelyne, l'adjointe aux finances, elle me dit qu'on a les moyens. Jocelyne, on ne peut pas être contre sans étudier. Non, mais si on me dit qu'on a les. Non, mais si on me dit sans étudier, on ne sait pas. Si on me dit qu'il y a les moyens de recruter deux. Si on me dit qu'il y a les moyens de recruter deux agents. Si on a les moyens de recruter deux agents de police municipale, sincèrement, ça peut être qu'un plus compte tenu de la situation actuelle du secteur. Ça peut être qu'un plus. Voilà. Mais aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils se substituent aux forces de sécurité, parce qu'aujourd'hui, elle est là la problématique. C'est dans pas mal de collectivités où ils savent qu'il y a des policiers municipaux, eh ben, ils disent c'est bon, on bascule le 17 sur les policiers municipaux comme ça se fait à Metz. Parce que je discute avec des collègues syndicalement là-bas. Quand ils me disent, nous, des fois, le week-end, on gère les interventions 17, police secours. Ça veut dire évidemment hors de question qu'on aille dans c'est ces questions-là qu'il faut soulever. On en parlait avec le maire de Judreville, c'est essentiellement pour les activités que les gendarmes ne font pas à l'heure actuelle, les sorties d'école, ces choses-là. En général, on ne les voit pas sur ces choses-là. Et pourquoi il faut absolument un policier pour une sortie d'école? Non, mais notamment pour les problèmes qu'on a
l'incivilité, les gens qui font du driving à la sortie des écoles, ces choses-là. Les collègues, je te garantis, si c'est comme ça que tu veux les attirer en leur disant vous allez faire des sorties d'école, je te garantis, Mathieu, que tu les attires pas avec ça. Parce que moi, je peux te dire qu'à l'envie, les gars, quand tu leur dis qu'il faut faire des sorties d'école, les gars, ils te regardent en te disant attends, non. Et là, la problématique, c'est que justement, on a fait, de toute façon, le recrutement des policiers municipaux, généralement, C'est les anciens gendarmes et les anciens policiers. voilà, c'est tous des anciens gendarmes, des anciens policiers, où il y a plus de confort de vie, justement, dans la police municipale, en termes d'horaire et compagnie, et donc ils intègrent la police municipale. Et sincèrement, c'est difficile de leur donner des missions, justement, des missions de proximité, telles que tu fais du conflit de voisinage, tu fais du gendarme avec le sifflet pour la circuit. Ouais, c'est plusieurs missions que dans des grandes villes, ils n'ont pas forcément. Et les grandes villes ont plus la manette pour augmenter les salaires que dans les petites communes. En tout cas, on en est à la phase d'études. On va étudier. On verra ce que ça donne. Ça mange pas de pain. Bah oui. D'autres questions, d'autres interventions? Vraiment, là-dessus, je voulais parler de la poste. Bah, c'était le point suivant. Voilà. Je savais que tu en parlais. Donc, je commence par la poste et puis ceux qui vont prendre la parole. Donc la poste de Pienne, on avait rencontré le directeur de la zone, je sais pas comment ça s'appelle la poste, hein. Il y a 2 ans, enfin pas il y a 2 ans, il y a 1 an et demi du coup, pour qui nous disait, voilà, statistiquement, la poste de Pienne, on perd de l'activité, donc il faut qu'on revoie ça. Alors sachant encore une fois, dans leurs statistiques, c'est bien, enfin, moi aussi je vais faire des statistiques comme eux, il y a certaines choses qu'ils ne prennent pas, puis ils disent, bah vous voyez, bah, du coup ça diminue. Et par exemple, la vente de timbres, la vente d'enveloppes, non, ça on ne prend pas dans les statistiques, ça compte pas. Donc du coup, c'est pour ça que ça a fermé le jeudi après-midi. Évidemment, on était contre, mais de toute façon, on a beau être contre, c'est une entreprise privée, ils font ce qu'ils veulent. La seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, sans notre avis, c'est fermer le bureau de poste. Ça, ils ne peuvent pas le faire. Suite à ça, l'année suivante, c'est bien passé, on va dire. Ils étaient ouverts quasiment tout le temps, à part ponctuellement. Bon, voilà. Mais par contre, là, depuis 2022, il y a une sale habitude qui commence à être prise par, non, pas par la poste de Pienne, hein, mais par les responsables du territoire. C'est-à-dire que dès qu'il y a un arrêt maladie n'importe où sur le territoire, que ce soit à Briey, à Audun-le-Roman ou à Trieux, bah, pouf, ok, un arrêt maladie là, bah, on prend celui de la poste de Pienne et puis pouf, on l'envoie ailleurs. Du coup, ça reste ouvert ailleurs, mais par contre, on ferme à Pienne. C'est pour ça que, en ce moment, la poste de Pienne est fermée. Alors, je ne sais même plus, parce que de toute façon, je ne suis plus les mails qui m'envoient, ça ne m'intéresse même plus. Est fermé les matins, je crois, ou dans les après-midi, fermé tous les après-midi en ce moment. Et à partir du 7 juillet, du 7 juillet jusqu'à la fin des vacances scolaires, c'était prévu qu'elle était fermée aussi tous les après-midi pour répondre aux congés. Donc voilà. Et régulièrement, ça ferme comme ça, des fois du jour au lendemain, ça ferme la journée là, ça ferme 2 jours, 3 jours. Et là, la dernière fois, donc, on nous dit maintenant, il faut aller chercher les colis à Audun-le-Roman. Vendredi, hein. Oui. Pour cette semaine. Voilà, cette semaine, il faut aller chercher les colis à Audun-le-Roman. Donc moi, ça commence à m'embêter, m'emmerder, même, j'ai envie de dire, cette histoire de la poste. Donc je leur ai fait déjà un premier écrit pour leur dire ma façon de penser, pour leur expliquer qu'ils ne respectaient pas leurs obligations réglementaires au niveau de la poste. Donc, il y en a 2 en particulier qui, pour moi, ils ne respectent pas. Ils sont obligés jusqu'en 2025 d'assurer le service public des envois de colis et des envois de courriers. Pour moi, à partir du moment où c'est fermé tout le temps, c'est bien compliqué de respecter ce service-là. Il y a des gens même qui me disent qu'ils sont obligés de prendre congé pour aller à la poste. Donc c'est bien. Et deuxième chose qui pour moi ils ne respectent pas, c'est la poste, quand ils sont devenus entreprise privée, bon, ça c'est une grosse connerie, mais ça a été fait. Eh bien ils étaient quand même dans l'obligation de respecter la cohésion du territoire. C'est un mot valise qui ne veut rien dire, hein, mais vu qu'il ne veut rien dire, nous on peut mettre dedans tout ce que l'on veut. Et du coup la cohésion du territoire, quand on ferme une poste qui est dans une petite ville de demain, qui est censée être beaucoup structurant pour l'ensemble des communes du territoire, c'est un peu bizarre. Sachant qu'Audun-le-Roman n'est pas considéré comme bourg structurant, étant donné qu'ils ne sont pas petites villes de demain, et Trieux non plus, alors que malgré tout, leurs postes sont maintenus. Donc niveau cohésion du territoire, c'est un petit peu zéro. Donc je leur ai fait un écrit en ce sens, leur disant aussi que j'étais quand même très énervé. Je passe
la manière dont j'ai écrit ça. Ils m'ont appelé tout de suite derrière, mais la personne qui m'a appelé, ça ne m'intéresse pas de l'avoir au téléphone parce que c'est pas quelqu'un qui prend des décisions. Donc du coup, je ne lui ai pas répondu. Le temps passe, on reçoit un nouveau mail récemment là, pour nous dire cette fois-ci, elle est fermée cette semaine. Donc je leur renvoie un nouveau mail pour leur dire que j'en ai marre, que de toute façon on est en cours de rédaction d'un dossier qui va être signé par l'ensemble des élus, enfin que je vais demander à être signé par l'ensemble des élus du territoire, qu'on va voir avec le sous-préfet et qui sera envoyé ensuite acquis de droit au niveau national pour faire changer les choses, comme on l'avait déjà fait il y a 1 an et demi, mais qui n'avait eu aucun retour, si ce n'est le retour de l'ex et heureux député Palusevich, qui nous avait dit en gros qu'il s'en fout. Et puis on nous avait dit on transmet à telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, puis au bout d'un moment, je ne sais pas qui l'a eu. En tout cas, personne n'a répondu. Donc dans le dernier réécrit que je leur ai fait, je leur ai dit que voilà, ça. Je leur ai aussi dit que je refusais de recevoir quiconque qui a le logo La Poste à Pienne, en particulier leurs commerciaux, que je refuse de voir ici. Alors qu'à chaque fois ils viennent, on a ça, si vous voulez, 5 000 €, on a ça, les là 5 000 €. Donc tous ces gens-là, hors de question qu'on les voit, à nouveau, tant que c'est pas réglé. Donc ils m'ont rappelé ensuite, mais c'est toujours la même personne qui m'a rappelé, une personne qui ne m'intéresse pas, parce qu'il va me dire, mais vous savez, ils sont en arrêt maladie, on va la faire, etc. Donc ça ne m'intéresse pas non plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la personne qui fait les recrutements et qui prend la décision de se dire, ben voilà, à Pienne, on peut prendre la décision d'enlever des gens et puis de fermer un bureau de poste. Donc c'est pour ça qu'on a posé la question au sous-préfet, on lui a dit notre inquiétude mercredi, et il va nous mettre en relation avec la directrice régionale Grand Est de la Poste, qui pour le coup prend des décisions, et c'est avec elle qu'on traitera directement. Je ne vais pas traiter avec ceux de Briey, j'en ai strictement rien à faire de ces gens-là. C'est des gens qui acceptent dans leur job de faire en sorte de fermer des bureaux de poste. Donc, voilà. Et dans l'argumentaire que je leur ai fait, c'est qu'on connaît bien la machine. Maintenant, ça a été, il y a plusieurs recherches qui l'ont montré. Comment est-ce qu'on détruit un service public? Ben, c'est exactement comme ça, en le fermant, en détériorant le service. Puis après, les gens ils se disent, bon, ça ne sert plus à rien qu'on aille à Pienne, de toute façon, une fois sur deux, ils sont fermés, on va aller ailleurs. Et puis après, ils nous diront, mais vous avez vu, les gens ne viennent plus au bureau de poste de Pienne, il faut qu'on diminue les horaires. Donc on va diminuer les horaires. Et puis petit à petit, on va aller dans un cercle vicieux jusqu'à ne plus avoir du tout d'horaire. Ou la Poste va nous dire, bon, bah, vous avez vu, il n'y a plus personne, vous ne voulez pas faire un bureau. Je termine juste, vous ne voulez pas faire une agence postale communale. Donc je leur ai dit dans mon dernier courrier aussi, que jamais de la vie, tant que je serai maire, on acceptera que le bureau de poste de Pienne se transforme en bureau de poste communal, sachant que si je ne me trompe pas, c'est même pas le conseil municipal qui décide, je crois que c'est le maire qui signe, parce qu'à Val-de-Briey, c'est ce qui s'est fait, le bureau de poste de Mansuel, sans passer par le conseil municipal, je crois, est devenu le bureau de poste communal. Sauf qu'ici, ce ne sera pas la même chose. Donc voilà. Donc l'idée sur le bureau de poste, c'est clairement de foutre le bordel, et de notre côté, de foutre le bordel pour faire changer les choses. J'attends impatiemment de rencontrer cette directrice de je sais pas quoi. On verra bien ce qu'il en sera. Et puis si ça marche pas, eh ben on fera les actions qu'il faut pour que ça marche. J'avais été manifesté à Mansuel quand ça avait été fermé, donc j'avais pris quelques contacts. J'activerai ces contacts-là du coup. Donc voilà pour être complet sur la Poste. Il m'a encore appelé tout à l'heure, le directeur de Briey, mais volontairement, je ne réponds pas. Voilà un petit peu où est-ce que ça en est. Je n'en veux évidemment pas aux agents de la Poste, c'est pas du tout de leur faute. Les agents sont tributaires de la hiérarchie. Même ils sont pas contents quoi, d'être déplacés comme ça à droite à gauche. Après, à l'année, ils vont encore annoncer qu'ils ont perdu en famille, et du coup, ils vont encore augmenter les prix. Oui, ils augmenteront les prix, ou alors ils nous diront qu'il faut baisser l'ouverture de la Poste. Donc je pense qu'on aura le soutien d'une nouvelle personne maintenant qui pourra nous aider sur ce sujet-là, alors qu'avant ce n'était pas le cas, étant donné que notre députée est une ancienne factrice. Ouais. Mais c'est ce qu'on est en train de vivre. C'était prévisible, hein, tu l'as vu quand on était manifesté à Mansuel. C'est ce qui vit à Mansuel, on risque de le vivre ici si on se mobilise pas. Rapidement. Ouais. Voilà, je pense qu'il faut prendre contact déjà avec les représentants du personnel. C'est important de voir un peu ce qui est prévu dans les comités techniques
ce qui leur a été dit, parce qu'ils peuvent avoir des informations qui me semblent être très très importantes sur l'avenir justement du bureau de poste de Kiel. Et bon, moi, il y a la question qui se pose, c'est maintenant, quoi, l'urgence. Il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes de mobilité, hein, qui n'ont pas de véhicule, qui ont besoin d'aller retirer de l'argent parce qu'ils ont encore des anciens livrets. Pour certains, c'est comment on fait pour ces personnes-là qui ont l'habitude toutes les semaines d'aller retirer un peu d'argent. Il y a des personnes âgées qui allaient retirer leur argent à la poste. C'est quand même incroyable, quoi. Aller chercher un recommandé à aucun moment quand on n'a pas de véhicule. C'est hyper compliqué, quoi, hein. Donc, C'est même comme tout à l'heure quand on parlait consigné. Ouais. voilà, donc je pense qu'il faut. J'ai entendu Mathieu, moi je pense qu'il faut déjà commencer la bataille. Ah oui, bien sûr. Je pense qu'il faut déjà réellement activer un plan. C'est pas qui est à côté de moi, mais je pense qu'il faut vraiment mettre en place un plan de lutte, quoi. Parce que si on ne le fait pas maintenant, j'ai bien peur que la poste de Kiel soit condamnée. J'ai bien peur qu'elle. Bon, après, on ne sait pas, hein. On n'a pas perdu la. Voilà. Il faut se battre pour dire. Il faut vraiment commencer. Donc, Ah bah, bien sûr. Ouais. parce que là, quand on commence à fermer un bureau de poste sur une semaine, c'est que c'est vraiment mauvais signe, quoi. Et on sait très très bien que si demain on perd le bureau de poste à Kiel, c'est un service public qu'on perd. Et c'est un peu de la. C'est un peu de. Vraiment, c'est un peu de la vie de Kiel qui part, quoi. Donc il faut vraiment, je pense qu'il faut commencer le combat. Alors, peut-être médiatiser largement, Bien sûr. voilà, par le biais de France 3, en ayant l'aide aussi de la députée, ça compte bien, parce que c'est une ancienne postière. Elle vient à Kiel très bientôt. Donc, Ça peut être une bonne chose. Et voilà, quoi, je pense que ça peut passer aussi par la lutte de par également les employés et les organisations syndicales. Et c'est eux qui seront les premiers concernés, quoi. Quand il y a un bureau de poste qui ferme, c'est souvent une suppression de poste. Donc je pense qu'il faut voir aussi avec eux comment on peut travailler. les contacts que j'avais pris à mensuel, évidemment, c'était avec des syndicats. Voilà. En France, on va faire de plus en plus. Il y a l'étranger, ils font exactement le cheminement inverse. La Poste, ils recrutent de plus en plus parce qu'ils proposent de nouveaux services. Des services qui sont plus d'actualité, notamment que ce soit la livraison de nuit ou autre. Et par exemple, au Luxembourg, la Poste recrute plein pot. En Allemagne, c'est la même chose. Et en France, on ferme. Oui, mais nous, on a quand même un président de la République qui, en 2018, avait dit « Nous ne fermerons aucun guichet dans les villes rurales ». Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que nous, la municipalité, on peut apporter une aide justement aux gens qui souhaitent se déplacer et récupérer un courrier? Ça serait baisser les bras et accompagner un peu. Justement, Si on fait ça, ça veut dire que. Voilà, je me posais un peu la question, quoi. On cautionne la fermeture. Malheureusement, il y a des personnes qui risquent de vivre un peu dans la décision. Moi, ce que je leur ai dit à la Poste aussi, c'est que je leur ai dit que je refuse que la commune communique quoi que ce soit sur la Poste. C'est leur problème. Ils se créent leur site internet, ils en ont un, ils mettent dessus ce qu'ils font, mais la commune ne communiquera rien du tout sur la Poste. Alors, ne communiquera rien du tout sur les informations. En gros, fermeture de la Poste tel jour, vous pouvez les retirer les colis au roman, etc. On ne dira rien là-dessus. Par contre, on communiquera évidemment sur les actions qui seront mises en place pour faire en sorte que ça change. Mais aucune info qui nous vient de la Poste ne sera retransmise à la population par nos canaux, parce que ce n'est pas notre problème, et je n'ai pas envie que la commune soit considérée dans le même lot que ces décideurs-là. Donc voilà. Et du coup, j'ai accompagné, c'est un petit peu leur montrer que c'est possible de faire autrement. C'est compliqué, en effet. Alors que si les gens sont mécontents, et qu'ils vont foutre le bordel, eh ben, ce sera très bien comme ça et j'irai avec eux. L'hôpital Maillot, c'est la même chose, hein. C'est à un moment donné, si on reste gentil, ben, malheureusement, ça ne marche pas. À un moment, il ne faut pas être gentil. Et plus on n'est pas être gentil, ben, mieux ça marche. Alors, pas être gentil sans violence, évidemment, hein. Je ne parle pas de violence. Hein. Mais je parle de faire des choses qui dérangent réellement les gens. Voilà. Pour ce point sur la Poste, en espérant que l'année prochaine, nous nous retrouverons pour nous dire que la Poste réouvre le jeudi après-midi. Pour moi, elle ouvre déjà normalement. Même si elle ferme encore une journée par semaine, ça va encore. Mais...
D'autres questions? C'est comme ça que la perception de la trésorerie a été fermée. Celle de dedans aussi. Ce matin, il y a, Celle de dedans aussi. Mathieu, ce matin, il y a eu beaucoup de gens qui se sont ramassés en venant à la poste. Mais c'est très bien comme ça. C'est très bien. Et moi, je veux que ces gens-là, ils aillent gueuler. Par contre, ils vont prendre cher quand ils vont remonter. Ouais, ben, Et c'est par contre, c'est le guichetier. personnel qui va prendre. T'as que le directeur qui m'appelle, là, plutôt que de m'appeler, de perdre son temps à m'appeler et à me laisser des messages qu'il aille là-bas. Au moins, ça servira à quelque chose. Je vais faire ces statistiques, moi, je suis capable. Hein. Attends. Du bâton, ça c'est bon, ça je prends pas. Les personnels, les risques psychosociaux à la poste, c'est terrible. Il y a une seule personne, elle bosse toute seule. Hein. Avant, ils étaient deux tout le temps. Oui, maintenant elle est toute seule, hein, donc elle ne peut pas assurer, hein, c'est normal. Je peux pas péter les plombs. Là, Souvent, je le vois toute seule. Non, elle est toute seule là maintenant. Avant, il y avait quelqu'un, maintenant elle est toute seule, puisqu'il y a je ne sais pas si c'est le directeur, enfin, Gilles, là, lui, il est parti en retraite. Il est en retraite. Il est en retraite. Tu vois les dégâts du libéralisme. d'accord. Donc il n'est pas retraité. Un jour, il y a un crétin qui a décidé de dire que la poste, c'était pas un service public. C'est là que tu vois les dégâts du libéralisme et du capitalisme. Évidemment, oui. On a besoin d'avoir un chiffon rouge et de sortir et de l'agiter que de dire voilà les dégâts du libéralisme et du capitalisme. Parce que c'est ça, en fin de compte, c'est la loi du marché. C'est qu'on a décidé justement de détruire tous les bureaux de poste qui. Tout ce qui est service public. Tous les services publics qui étaient un peu à but lucratif. Avant, les gens qui travaillaient à la poste, ils étaient sous statut, c'est des fonctionnaires. Aujourd'hui, voilà quoi. On cherche à rentabiliser un maximum. Oui. Et puis ce qui leur fait gagner de l'argent, c'est de vendre leurs conneries d'études thermiques. Là. En plus, ils sont même pas capables d'étudier le bâtiment en entier, ils étudient juste la façade. Ils font ça aussi. Oui, ils font ça. Même l'état d'urgence. À 5 000 balles. Ouais, 5000 balles, mais ils me disent bien, par contre, c'est juste le devant, hein, c'est pas le derrière. Donc, Même l'état d'urgence, c'est pas ça que tu Plusieurs fois, Oui, quand on tout le temps. Voilà. J'en ai terminé là sur les questions diverses. Il nous reste donc, il n'y a pas de questions de la population. Hein. Donc il nous reste le tirage au sort des jurés d'assises qui doit se faire. Comment? Ah oui, pardon, la cantine. Dernier point sur la cantine, très rapidement, en effet. Merci Sophie de m'avoir rappelé. À partir du 1er septembre, les enfants du périscolaire iront manger à la cantine. C'est signé demain. C'est signé demain. Magnifique. CA et Grandir ensemble. Donc c'est le collège qui accueillera nos enfants de la cantine tous les midis, les lundis, mardis, jeudi, vendredi. Donc il y a une convention qui doit être signée entre Grandir ensemble et le conseil départemental et le collège sur ce point-là. Pourquoi on en est allé vers cette proposition-là? Pour plusieurs raisons. Première raison, qui est pour moi la plus importante, c'est pour que l'alimentation soit de meilleure qualité pour les enfants. Alors, il y en a beaucoup qui disent que dans les cantines, c'est pas bon. C'est pas vrai du tout. Dans la plupart des cantines, des établissements scolaires, les repas qui sont conçus sont des repas équilibrés et c'est très bon. Aussi, ils font plein de projets sur le thème de la cuisine, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Donc, la qualité d'alimentation va bien augmenter pour nos enfants grâce à ça. C'est un cuisinier. C'est un cuisinier peut-être le collège. Donc, deuxième chose, le fait de parler avec un cuisinier à Pienne, avec une association de Pienne, est plus simple que le fait de parler à un traiteur qui est situé à Nancy, comme c'est le cas actuellement, et qui s'occupe d'une masse de structures ensemble. C'est une entreprise, quoi. C'est ça. C'est pas le même but. Tout à fait, c'est pas le même but. Le but, c'est de faire de l'argent. Et d'ailleurs, ils ont augmenté leur coût de 19 centimes. Voilà, ce qu'ils prennent actuellement. Donc, ça aurait fait un coût supplémentaire aux familles en plus. Ça, on l'a appris entre-temps. Ensuite, c'est une plus grande flexibilité dans les réservations des repas. Auparavant, avec le traiteur précédent, même si un enfant est malade, il devait payer son repas parce qu'il n'y avait pas possibilité d'annuler le repas comme ça. Là, maintenant, si les parents préviennent avant 9h30 le jour même, le repas est annulé et le repas pourra ne pas être facturé. Donc, ça met aussi de la flexibilité pour permettre aux familles de... Voilà, c'est normal, ils ne feront pas le repas, ça ne paye pas. Parce que justement, quand on était au conseil d'école, c'est une information qui a été remontée quand même assez souvent,
que c'était compliqué avec les enseignants absents, le Covid. Du coup, il y a eu beaucoup d'absences et beaucoup de repas non pris, mais qui ont dû être facturés parce qu'en fait, le jour même, on peut pas se permettre, ils ne pouvaient pas se permettre d'annuler étant donné que les repas étaient déjà prêts, étaient déjà là. Ils sont déjà livrés la veille. Ouais, c'est ça. Donc là, alors que là, le matin même, là, l'enfant est malade, il n'est pas à l'école, on prévient. Bien sûr, il faut que les parents préviennent. Sinon, ça ne sera pas annulé. Et piqué, j'imagine, un certificat médical. Bon, ça, c'est l'association qui verra les règles. Les règles qu'ils ont. Et du coup, les lundis, mardis, jeudi, vendredi, ça nous libérera la salle Gérard Philippe. Et les week-ends aussi. On pourra donc relouer pleinement la salle Gérard Philippe les week-ends. Parce que quand même, avec les travaux qui ont été faits par nos prédécesseurs, c'est vraiment dommage de ne pas l'utiliser pleinement. Donc elle pourra être réutilisée pleinement. Et puis, en semaine, s'il y a des besoins, nous, pour des réunions ou pour des associations, voilà, il y aura cette possibilité-là qui s'offrira à nouveau à nous. Les mercredis, on continuera avec l'association continuera avec le traiteur, hein, et pendant la période de vacances également, parce qu'il n'y a pas d'autre solution actuelle. Donc voilà. Et c'est vrai qu'initialement, avec Sophie, on s'était dit qu'il fallait sans doute changer les horaires des écoles, parce que le trajet n'est plus le même. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que les maternelles, du coup, ils vont à pied au collège, et ils seront dans une salle que eux. Ils ne seront pas dans une salle avec les collégiens et les élémentaires, ils seront dans une salle que pour eux, en petit comité. Leur repas leur sera donné directement dans la salle, etc. Donc ils seront vraiment il y a dans toujours les animateurs qui sont là, de grandir ensemble. C'est le même principe, sauf que, enfin surtout pour les maternelles, sauf que c'est une salle ailleurs. Voilà, qui est aussi dans le réfectoire, mais qui est un petit peu mise à l'écart. Donc ils seront encore mieux qu'ils soient actuellement, parce qu'actuellement ils étaient dans le brouhaha général, une cantine, vous imaginez bien. Avec le transport scolaire. Avec le transport scolaire à France, parce que là ils n'auront plus. Et donc voilà, on s'était dit qu'il fallait peut-être modifier les horaires. Jusqu'à hier soir, hein, je crois, on réfléchissait, enfin surtout Sophie, je l'ai embêtée à réfléchir à ça. Et puis on s'est rendu compte finalement il n'y avait pas besoin de modifier les horaires, qu'en changeant la boucle du bus, il y avait possibilité de maintenir nos horaires d'école. Parce que changer les horaires d'école, il faut que ça passe en conseil d'école, qu'on ait l'avis d'ASEN aussi, c'est ça? L'avis d'inspectrice qui l'envoie aux ASEN. Déjà que ça passe en conseil municipal, que ça passe en conseil d'école. Et ensuite, il faut qu'on envoie à l'inspectrice qui ensuite envoie au DAZEN. Et le DAZEN, donc le directeur académique, nous renvoie son avis. Il est sceptique. Il s'appelle Philippe Tiquet. Oh la blague. Ça aurait été juste pour le mois de septembre. Ça aurait été très juste, oui. Largement faisable. Hein. Ouais. J'avais dit à Sophie que c'était faisable. Tu sais. Motivé, Sophie. Oui, moi j'allais voir les tellement rapide. Donc voilà, et puis bon, je comprends que arriver au mois de juin, dire aux enseignants, aux familles, aux directrices qu'on change les horaires, je comprends que c'est pénible. Ça déstabilise. Voilà, je comprends et du coup voilà, on va réussir à éviter ça. Il faut savoir aussi que les élémentaires, alors autant les maternelles c'est une salle spéciale, les élémentaires c'est un endroit spécifique au sein de la cantine des collégiens et ils passeront à la fin de la cantine des collégiens. Ça veut dire que dès lors qu'ils arriveront en cantine, il n'y aura que des collégiens qui seront assis à table pour manger, mais il n'y aura plus de service de collégiens. Pourquoi? Pour plusieurs choses, parce que déjà ça sécurise au moins les petits CP par exemple, qui vont retrouver avec les troisièmes, ça ne sera pas le cas. En plus de ça, les grammages sont différents au niveau du pain, au niveau des quantités, etc. dans les assiettes. Donc là au moins, tout sera spécifique à des enfants de l'âge élémentaire. Donc les maternelles eux, peuvent arriver à n'importe quelle heure, donc ils sont dans une salle vraiment importante. Donc voilà, donc la municipalité va faire quelques travaux, du coup, hein, avec Christian là-bas. Le collège, vous savez qu'il va être refait. Si on souhaite maintenir ça, bon, on va regarder sur un an, je pense qu'on va le maintenir. Donc le conseil départemental prendra en compte ça. Peut-être qu'il nous faut un espace qui nous sera dédié, du coup, dans la réhabilitation qu'ils vont faire. En tout cas, ça sera pris en compte, j'ai eu confirmation par les élus du conseil départemental qu'on a vu il y a peu de temps. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc, pour moi, c'est une bonne chose, parce que en plus, notre conseil départemental a des engagements sur le bio, sur les circuits courts, sur l'alimentation qui vient de ressources équitables, des choses comme ça. Donc c'est vraiment intéressant de travailler avec eux de ce point de vue. Donc, voilà.
Mathieu, j'ai une petite question sur justement votre première chose. Mais est-ce que ça va être répercuté sur le prix des repas pour les enfants qui font partie justement de l'association? Parce que c'est pas les mêmes tarifs. Alors tu vas me dire une participation pour les élèves qui sont au collège, il y a une participation justement du conseil départemental. Mais c'est paradoxal. C'est qu'en fin de compte, celui qui a 2 enfants, il y en a un qui est scolarisé au primaire, il va payer un prix, puis celui qui va aller au collège, ils vont payer 1 euro le même repas. Le prix le plus faible au collège, c'est 50 centimes. Ouais, 50 centimes. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un débat, alors que c'est l'avocat du diable? Est-ce que tu n'as pas des parents où ça va poser le débat en disant, pour le même repas, je le paye pour l'un à 6 euros, alors que, compte tenu des ressources que j'ai, parce que c'est sur le quotient familial, pour le collège, en ayant un quotient familial pas très élevé, tu as le repas à 50 centimes, alors qu'au niveau de l'association, tu vas avoir le repas à 6 euros. Alors, c'est des questions qui risquent d'être posées, et qu'à un moment, il faut peut-être les anticiper politiquement dans l'argumentation, parce que c'est vrai qu'il y aura automatiquement justement ces questions qui se poseront. Alors, le fait qu'on passe avec le collège permet, je pense, d'éviter une augmentation qui aurait été inéluctable du fait de l'augmentation du coût des denrées. C'est pour ça qu'il faut l'expliquer. Des denrées de 19 centimes. Donc, il y aura eu cette augmentation-là. Deuxièmement, ça va faciliter le travail de l'association qui a du mal à recruter des personnes de cantine. Du coup, là, il n'y aura plus besoin de ce recrutement-là du fait qu'il y a le personnel de cantine qui est présent au collège. Et puis, dans le service que les familles payent, je ne sais plus combien, mais c'est entre 6,20 et 7,50, un truc comme ça dépend des quotients familiaux. Il y a aussi les encadrants qui sont dedans, que le collège n'existe pas. Il y a les encadrants aussi, mais ils sont payés dans le il y a le transport en bus aussi, que les collégiens ne font pas, même si c'est la municipalité qui le paye, ce bus-là. Donc voilà, il y a des services en plus. Il y a aussi le temps d'encadrement par les animateurs dans le bus. Avant, tout à fait. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre aussi dans le prix. Et puis en effet, il n'y a pas la participation du conseil départemental qui fait que les repas peuvent aller à 50 centimes. C'est une question automatiquement qui se posera. Bien sûr. Moi, je le sais qu'il y a une participation du conseil départemental, mais automatiquement, les familles vont se la poser. Surtout quand tu as 2 enfants, et que tu en as un au collège et un au primaire. Donc il faudra qu'il y ait quand même une communication là-dessus pour lever toutes les questionnements qui peuvent être posés. Et puis il y a les craintes aussi de certains parents qui vont voir leurs enfants aller au collège pour manger. Donc ça aussi, on va voir avec l'association pour qu'ils communiquent là-dessus. On s'arrangera sur la communication avec eux. Voilà, et vous aviez raison, les questions diverses ont duré 1 heure. Si on en a fini, moi je vais y aller parce que. Oui, on fait juste le tirage au sort et puis c'est terminé. C'est qui le fait plus renseigné? Alors attends, Il faut faire mon tirage au sort en question. Alors, sur une page 117. Ligne 2. 292, Rigoni Catherine. Épouse Casassi. $77. Ligne 7. Lacatena Maria, épouse Aubryon. 850. 65. Voilà.
Voilà. J'ai 80 à faire, ça va. Ligne 5. 714. Alors, Henrion, mais avec un Y. Tant mieux. Amandine. Là, il ne peut pas tout gagner à la fois. 130. C'est celui-là qui a chez PDL. Ligne 3. Tandas Flavienne, épouse Calvo. 1436. Bravo. Ça prend pas. 79. T'as vu le timing en plus? Juste avant de t'arriver. 873. Lana Antonia, épouse haute couverture. Venez à l'école. On est filmé. Quel problème qu'elle a? On est dans le temps. 34. Oui. Elle entend. Oui, oui, mais. On peut pas y aller tout seul. C'est comme Cyr Camille. C'est une deux erreurs, Camille. 373. 9 mars 2004. Elle peut pas. C'est rémunéré. 47. Ligne 5. Brice aussi. Voilà. Merci beaucoup à tous pour ce long conseil municipal. Ça faisait longtemps qu'on ne se voyait plus. Je vous rester une minute, s'il vous plaît. Oui, j'éteins juste l'écran.